Interstellar commence sur une Terre qui se tait lentement. Une Terre qui ne s'effondre pas dans le fracas spectaculaire d'un cataclysme hollywoodien, mais qui se délite dans la banalité triste de la poussière qui s'infiltre partout, dans les maisons, sur les meubles, dans les poumons, dans les gestes du quotidien. Le monde n'est plus tourné vers le ciel, il ne rêve plus de fusées, de conquêtes, de grandes découvertes. Il s'est replié sur la survie agricole, sur quelques cultures qui résistent encore, sur cette obstination à tenir debout alors que tout indique que le temps est compté. Les enfants ne sont plus encouragés à devenir ingénieurs, scientifiques ou explorateurs. On les pousse à accepter la terre comme destin, la ferme comme horizon, la résignation comme forme discrète de courage. Au milieu de cette poussière qui recouvre le passé comme une cendre uniforme, il y a un homme, Cooper, ancien pilote d'essai et ingénieur de la NASA, devenu fermier presque malgré lui. Arraché à son ciel pour être renvoyé à la terre, condamné à labourer un monde qui se meurt, alors qu'il a été formé pour voler. Il vit avec ses deux enfants, Tom, le fils déjà presque résigné, solide, taiseux, prêt à embrasser la vie qu'on lui assigne, et Murphy, la fille trop vive, trop curieuse, trop habitée pour accepter ce destin rétréci. Murph ne se contente pas de survivre, elle interroge. Elle s'oppose, elle écoute des choses que les autres ne veulent plus entendre. Un bruit dans sa chambre, des livres qui tombent sans explication, un soi-disant fantôme qui, pour elle, n'a rien d'une superstition enfantine, mais ressemble plutôt à un message codé, à un appel. Dans un futur proche, où la Terre est en train de devenir inhabitable, une poignée de scientifiques de la NASA, qui travaillent désormais dans la clandestinité, a découvert près de Saturne un trou de verre, une sorte de tunnel cosmique créé par une intelligence inconnue, qui permettrait de voyager vers une autre galaxie où plusieurs planètes potentiellement habitables ont été repérées. Cooper est recruté pour piloter la mission Endurance, partir de l'autre côté de ce passage, explorer ces mondes, déterminer s'il existe quelque part un refuge pour l'humanité. Mais pour cela, il doit quitter sa famille, laisser derrière lui Tom et surtout Murph, qui vit son départ comme une trahison et refuse de croire à la nécessité de ce sacrifice. Tandis que Cooper et son équipe voyagent à travers l'espace, soumis aux distorsions du temps et aux lois implacables de la relativité, les années s'écoulent beaucoup plus vite sur Terre. Murph grandit dans la colère et dans le manque, tandis que l'humanité s'approche inexorablement de son extinction. Le film raconte ainsi à la fois une mission spatiale de la dernière chance et la trajectoire intime d'un père qui tente de sauver le monde sans perdre complètement le lien avec sa fille. Mais si Interstellar se présente comme un récit de science-fiction sur le sauvetage de l'humanité, il ne se contente jamais de ce niveau de lecture. Dès les premières scènes, on comprend que l'enjeu n'est pas seulement de trouver une nouvelle planète, ni même de réussir une équation gravitationnelle, mais de savoir ce que signifie vraiment sauver l'humanité. Ce qu'on accepte de sacrifier, ce qu'on refuse d'abandonner, ce qu'on emporte avec soi lorsqu'on quitte la Terre. Le cœur du film n'est pas dans le vaisseau, ni dans les paysages cosmiques, mais dans le lien entre Cooper et Murph, dans ce fil invisible qui continue de vibrer à travers les années, les distances, les malentendus et les silences. Interstellar se tient à cet endroit précis, où l'intime rencontre le cosmique, où la petite histoire d'une famille se tisse au milieu de la grande histoire d'une espèce qui ne sait plus si elle mérite encore de durer.
On peut dire que la première décision philosophique d'Interstellar, c'est de faire du temps un personnage à part entière, et non un simple cadre neutre dans lequel évolueraient les événements. Le temps n'est pas un décor, il est un antagoniste, parfois un bourreau, parfois un révélateur. La relativité générale, chez Nolan, n'est pas une démonstration de vulgarisation scientifique, c'est un instrument tragique. La planète, où une heure équivaut à 7 années terrestres, n'est pas seulement une curiosité d'astrophysicien, c'est une déchirure au sens le plus concret du terme. À chaque minute passée là-bas, c'est un morceau de vie qui se consume sur Terre, un enfant qui vieillit sans son père, une humanité qui s'approche du point de non-retour. Quand Cooper revient sur le vaisseau et découvre, dans ses vidéos accumulées, que des décennies ont passé pour les siens, il ne se confronte pas à une abstraction mathématique. Il se confronte à ce temps vécu dont parlait Bergson, ce temps intérieur, qualitatif, celui de la croissance, de la séparation, de la perte, qui ne se laisse pas enfermer dans les chiffres des horloges. Interstellar n'oppose pas simplement la science et l'émotion, la raison et le sentiment. Il montre que la science, lorsqu'elle touche aux lois ultimes de l'univers, vient percuter de plein fouet la condition humaine, que les équations les plus froides ont des conséquences brûlantes sur nos vies, que la courbure de l'espace-temps se traduit concrètement par un père qui découvre en quelques minutes l'adolescence, puis l'âge adulte, puis l'amertume de sa fille qu'il a laissée derrière lui. La relativité, chez Nolan, est une tragédie vécue. Dans le même temps, le film interroge cette question obsédante. Qu'est-ce qu'un être humain dans un univers qui ne nous attend pas, qui ne nous doit rien, qui peut très bien continuer sans nous? Ce n'est pas un hasard si la Terre d'Interstellar, en se refermant sur elle-même, semble avoir renoncé à la science, à l'exploration, à la curiosité. L'humanité rétrécit, se replie, accepte la survie comme horizon, et c'est peut-être là la plus grande des catastrophes. Non pas la famine ou les tempêtes de poussière, mais la disparition du désir d'aller voir plus loin, l'acceptation d'un monde sans avenir. Cooper est, au départ, presque une anomalie, un survivant d'une époque où l'on n'osait encore regarder le ciel, un homme qui ne s'est jamais habitué à l'idée qu'on pouvait renoncer à avancer. En cela, Interstellar peut se lire comme un grand récit sur la condition humaine en temps d'effondrement. Que devient la morale lorsque le futur se réduit à quelques décennies? Que signifie se comporter de manière juste lorsque l'horizon n'est plus l'infini mais le compte à rebours? Est-il encore pertinent de parler d'éthique quand tout semble autoriser le cynisme ou le mensonge au nom de la survie? Les personnages du film se débattent avec ces questions, parfois sans les formuler, mais en les incarnant dans leurs choix. Brandt qui accepte de bâtir un projet sur une vérité dissimulée, Mann qui s'invente des données et trahit ses compagnons pour ne pas mourir seul, Cooper qui quitte ses enfants pour une mission dont il ignore s'il reviendra. Chacun est placé devant une forme de test moral, à la fois intime et collectif. Et puis, il y a cette troisième dimension, la plus déroutante, la plus controversée parfois, la place donnée à l'amour. Non pas l'amour comme simple ressort sentimental, ni comme décor émotionnel imposé pour rendre l'histoire plus humaine, mais l'amour affirmé comme force réelle, comme intuition possible d'une dimension du monde que nos équations ne savent pas encore décrire. Quand Amelia Brandt défend l'idée que l'amour pourrait être une forme de connaissance, une boussole qui nous guide vers ce qui compte, elle ne récite pas un cliché romantique, elle prend le risque d'une hypothèse métaphysique. Et si, dans cet univers régi par des lois physiques indifférentes
à notre sort, quelque chose de nous persistait malgré tout, quelque chose de suffisamment robuste pour traverser le temps et l'espace. Une insistance, une fidélité, une relation qui ne se laisse pas dissoudre par la distance. C'est cette idée que le film ose pousser jusqu'au bout, dans l'univers multidimensionnel, cet espace étrange où le temps se déploie en profondeur, où Cooper voit simultanément toutes les scènes de la chambre de Murph, où il comprend que le fameux fantôme était en réalité lui-même, tentant de communiquer à travers les dimensions. La boucle se referme, mais elle ne se referme pas sur une démonstration purement intellectuelle. Elle se referme sur un geste d'amour. Un père qui, depuis un ailleurs impossible, envoie à sa fille les données dont elle a besoin pour achever son travail, pour sauver ceux qui sont restés. L'univers d'Interstellar n'est pas humanisé. Il reste vaste, dangereux, indifférent. Mais il s'ouvre à la possibilité que quelque chose en nous soit capable de le traverser, de le plier, de le rendre habitable par la persistance d'un lien. Dans cette émission, nous allons aborder Interstellar comme une véritable œuvre philosophique, non pas pour en faire une thèse rigide, mais pour y suivre trois lignes de force qui s'entrecroisent, trois grands axes qui nous permettront de traverser le film comme on traverse un paysage, en y repérant des reliefs, des failles, des points d'appui. D'abord, nous nous arrêterons sur le temps, sur cette façon qu'a le film de faire du temps une manière dramatique, une souffrance, un enjeu, en convoquant notamment Bergson et cette distinction entre le temps des horloges et le temps vécu. Mais aussi la tradition plus ancienne d'un Saint Augustin qui s'interrogeait déjà sur l'insaisissable nature du temps. Ensuite, nous plongerons dans la question de la survie et de la responsabilité. Qu'est-ce que cela veut dire sauver l'humanité, quand chaque décision implique des vies sacrifiées, des mensonges, des exils, et comment le film met en scène une humanité en train de se demander si elle mérite encore son propre salut. Enfin, nous aborderons l'idée la plus audacieuse du film, celle qui dérange et qui touche à la fois. L'amour, comme force ontologique, comme dimension réelle du monde, en dialogue avec des traditions philosophiques qui ont pensé l'amour non pas seulement comme émotion, mais comme mode d'accès à la vérité, chez Platon, chez Pascal ou encore chez Bachelard. Interstellar n'est pas qu'un film sur l'espace. C'est un film sur la maison, sur la question de savoir où nous habitons vraiment. Un champ poussiéreux sur une planète à l'agonie, un vaisseau perdu entre les galaxies, ou bien le souvenir tenace de ceux que nous aimons. C'est cette odyssée-là que nous allons explorer, une odyssée humaine, métaphysique, intime, au cœur du vide cosmique. Interstellar est l'un des rares films contemporains à avoir donné au temps une véritable présence dramatique, presque une matérialité propre, comme si le temps n'était plus seulement un cadre ou un mécanisme, mais un personnage à part entière, dont les décisions, les caprices et les lois non négociables pèsent sur les êtres au point d'en redéfinir le destin. Le film s'inscrit ainsi dans une longue tradition qui interroge la nature du temps, tradition qui remonte au moins à saint Augustin, lorsqu'il avouait, avec une lucidité encore inégalée, qu'il comprenait ce qu'était le temps, tant qu'on ne lui demandait pas de l'expliquer, mais qu'il n'avait plus aucune certitude dès qu'il devait en rendre compte. Cette phrase augustinienne, souvent citée pour souligner l'insaisissable du temps, prend ici une valeur presque concrète. Dans Interstellar, dès que l'on tente de saisir le temps, celui-ci se dérobe, se plie, se contracte, se dilate, devient un piège ou une blessure. Le premier choc temporel du film survient lors de la découverte du trou de verre près de Saturne. Ce passage n'est pas seulement une ouverture spatiale vers une autre galaxie, mais une ouverture temporelle vers un autre régime d'existence, vers une expérience du temps qui va cesser d'être linéaire et stable pour devenir instable, relatif, imprévisible. Il n'y a pas de scène plus éloquente
que celle de la planète Miller, cette immense étendue d'eau dont la surface n'est qu'un miroir trompeur, où chaque cœur équivaut à 7 années sur Terre. Cette équivalence est une donnée scientifique, une conséquence directe de la proximité d'un gigantesque trou noir nommé Gargantua, mais dans le film, elle devient beaucoup plus qu'une donnée. Elle devient un gouffre émotionnel, un abîme où les minutes se transforment en deuil, en perte, en vie manquée. Lorsque Cooper, Brandt et Doyle descendent sur cette planète, ils pensent n'y passer qu'un bref instant, le temps de vérifier les données transmises par la mission Lazarus précédente. Ils ignorent encore que la lenteur apparente du lieu est un leurre, que chaque vague qui s'écrase autour d'eux est une vague de temps, autant qu'une vague d'eau, que chaque seconde qui s'écoule sous leurs yeux coûte des années à ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Cette scène condense de manière presque brutale ce que Bergson appelait la distinction entre le temps spatialisé, mesuré, quantifié, celui des horloges et des équations, et la durée vécue, intérieure, qualitative, celle de l'attente, de la perte, ou encore de la mémoire. Sur la planète Miller, les deux temps se superposent mais ne coïncident jamais. Pour les astronautes, la mission est rapide, presque instantanée. Pour Murph et Tom, c'est une enfance et une adolescence entière qui s'écoulent dans l'absence. Lorsque Cooper revient au vaisseau Endurance et découvre les messages accumulés durant 23 ans, il est confronté pour la première fois de manière frontale à cette violence du temps, à ce décalage irréversible qui lui arrache davantage qu'un simple morceau de vie. Il découvre son fils devenu adulte, son petit-fils né déjà perdu. Il découvre Murph qui passe de l'enfance blessée à l'âge adulte, mûri par la colère et la solitude, et il réalise qu'il n'a pas été absent quelques semaines ou quelques mois, mais presque toute une vie. Comme si le temps avait profité de son absence pour lui voler ce qu'il avait de plus précieux. Cette scène n'est pas émotive par ses larmes, mais par la conscience aiguë qu'elle impose au spectateur. Le temps, loin d'être neutre, a un poids moral, un coût affectif, et ce coût est beaucoup plus élevé que n'importe quelle équation scientifique pourrait le laisser penser. Heidegger, dans Être et temps, rappelait que l'homme est un être jeté dans le monde, un être pour qui l'avenir n'est jamais un simple prolongement du présent, mais un horizon chargé d'angoisses et de projets, un espace ouvert que nous tentons de maîtriser, tout en sachant que nous n'y parviendrons jamais totalement. Or, dans Interstellar, l'avenir ne se contente pas d'être incertain, il devient imprévisible au point d'échapper aux personnages eux-mêmes. Ils partent pour sauver, mais sauvent au rythme du cosmos, au rythme d'un temps qui n'est pas le leur. L'idée même d'avenir pour Cooper est fracturée. Il vit dans un présent étiré, alors que ceux qui l'aiment vivent plusieurs passés et plusieurs futurs sans lui. Ce déchirement est la forme la plus intime de la relativité. La séparation des temporalités produit une séparation des existences. Le film ne se contente pas de montrer le temps comme une blessure, il en fait aussi un espace. L'un des moments les plus marquants du film survient lorsque Cooper est précipité dans l'univers multidimensionnel, cet espace où le temps se déploie comme une architecture, où chaque instant de la vie de Murph devient un lieu accessible, une pièce dans laquelle on peut entrer, un fragment de mémoire rendu visible et presque tangible. Cette représentation audacieuse donne à la temporalité une forme presque habitable, comme si les souvenirs, les regrets, les promesses non tenues formaient un tissu que l'on pouvait parcourir. Le temps n'est plus un fleuve mais une maison, il n'est plus linéaire mais stratifié, il n'est plus perdu mais observable. Ce dispositif narratif, loin d'être une simple pirouette de science-fiction, met en scène une intuition profondément bergsonienne. Ce que nous appelons mémoire n'est pas seulement la conservation d'images du passé, mais la persistance du passé dans le présent. Le fait qu'aucun instant vécu ne disparaît réellement, qu'il continue de vibrer en nous, de nous orienter, de déterminer nos gestes, nos choix, nos attachements.
Si Cooper peut communiquer avec Murph à travers le temps, ce n'est pas par magie, mais parce que le film prend au sérieux l'idée que les liens humains possèdent une propre durée qui n'obéit pas aux lois de la chronologie. La mémoire affective devient alors plus forte que la physique newtonienne, plus stable que les secondes qui s'écoulent. Cette scène permet également au film de reconfigurer entièrement la notion du destin, car le destin, dans Interstellar, n'est ni une fatalité cosmique, ni une prophétie. Il est l'interaction complexe entre ce que le temps nous impose et ce que nous décidons de faire avec ce que le temps nous laisse. Cooper n'est pas prédestiné à sauver l'humanité. Il est placé dans une configuration temporelle qui rend possible ce geste. Mais cette possibilité n'existe que parce qu'il choisit, parce qu'il insiste, parce qu'il persévère. Le temps n'est pas ici une chaîne, mais un réseau d'opportunités, un espace de liberté étroit, certes, mais réel. Le temps devient ainsi la grande épreuve de l'héroïsme. Il n'est plus question de traverser des galaxies ou de franchir des horizons noirs. Il s'agit de traverser des années d'absence, de supporter le poids du vieillissement des autres, de se confronter à la douleur de voir ses enfants devenir adultes loin de soi, de supporter que l'on soit pour eux un souvenir douloureux plutôt qu'une présence réconfortante. Le héros n'est pas celui qui affronte l'espace, mais celui qui survit aux écarts du temps. C'est pourquoi Interstellar peut être lu comme une tragédie temporelle, autant qu'une odyssée spatiale. La tragédie ne tient pas à la mort ou à la destruction, mais à la séparation progressive des temporalités, à cette impossibilité pour les personnages de vivre dans la même durée, à cette discordance qui fait que ce qui est un instant pour l'un est une vie entière pour l'autre. Le tragique est là, dans cette dissymétrie, dans ce décalage que rien ne peut rattraper. Le film nous rappelle que la douleur la plus profonde n'est pas dans la perte d'un être, mais dans la perte du temps partagé, dans ces minutes qui ne reviendront jamais, dans ces années où l'on aurait pu être là et où l'on ne l'a pas été. Et pourtant, Interstellar ne se contente pas de faire du temps un ennemi. Il en fait aussi une ouverture, un passage, une chance. Car si le temps sépare, il relie aussi, à condition de savoir où regarder. La bibliothèque de Murph, au cœur de l'espace multidimensionnel, est la preuve que le temps peut devenir un langage, un moyen de communication inattendu entre des êtres séparés par des distances impossibles. Le temps est la faille, mais il est aussi la porte. En ce sens, Interstellar suggère une idée vertigineuse. Le temps qui nous détruit est aussi celui qui nous construit. Il nous échappe, certes, mais il porte nos actes. Il nous échappe, certes, mais il porte nos traces, nos choix, nos engagements. Il nous sépare, mais il nous relie par la mémoire. Il nous vole, mais il nous enseigne. Le temps, dans le film, n'est pas seulement une donnée cosmologique, il est une expérience existentielle, une condition humaine, et peut-être même une promesse. Si Interstellar impressionne par ses paysages cosmiques, c'est pourtant sur Terre que se joue la question la plus fondamentale du film, celle de la survie. Non pas la survie glorieuse des mythes héroïques, mais la survie nue, aride, épuisante, celle des cultures qui se fanent, des poumons qui se remplissent de poussière, des écoles qui enseignent aux enfants que les hommes n'ont jamais marché sur la Lune afin qu'ils ne rêvent plus d'y retourner, celle d'un monde devenu trop fatigué pour supporter encore le poids de l'espoir. C'est à cet endroit précis que la philosophie affleure, dans cette interrogation brutale. Qu'est-ce qu'une humanité qui s'obstine à se maintenir en vie sans plus savoir pourquoi elle veut vivre? La Terre, dans Interstellar, n'est pas un simple décor de ruines. Elle incarne une humanité qui a renoncé à elle-même. Une humanité qui a troqué l'audace contre la préservation, la curiosité contre le conservatisme, l'ouverture contre le repli. Ce repli est moral aussi bien que matériel. Ce que Cooper reproche à son époque, ce n'est pas seulement la fin du progrès, c'est la fin du désir.
Comme si, se sachant condamnés, les hommes avaient préféré réduire leurs attentes plutôt que de continuer à risquer d'être déçus. Cet état d'esprit, profondément fataliste, renvoie à une idée centrale. On cesse d'être humain, non pas lorsque l'on manque de ressources, mais lorsque l'on manque d'élan, lorsque l'on perd la capacité de s'arracher à ce qui nous enferme. C'est précisément parce qu'il refuse ce renoncement que Cooper devient un personnage moralement complexe. Contrairement à beaucoup de figures classiques du cinéma de science-fiction, il ne part pas en mission pour accomplir un destin ou par sens inné du devoir. Il part parce qu'il ne supporte pas l'idée de laisser l'humanité s'éteindre sans combattre, mais aussi parce qu'il ne supporte pas l'idée de rester cloué à la terre, assigné à une existence qui lui semble déjà posthume. Il porte en lui une sorte de responsabilité qui n'est pas héroïque au sens traditionnel, mais existentielle. La conviction que renoncer à agir serait une forme de trahison envers ce qu'il a été et envers ses enfants. Cette responsabilité, cependant, n'a rien d'abstrait. Elle vient se heurter à ses obligations de père, à son attachement viscéral à Murph, à la promesse implicite que chaque parent fait à son enfant. Le dilemme moral de Cooper ne se réduit pas à choisir entre rester ou partir. Il consiste à comprendre qu'il n'existe pas de choix satisfaisant, que chaque option porte en elle une part de destruction, que sauver l'humanité signifie d'une certaine manière abandonner sa fille, et que rester auprès de sa fille signifie abandonner l'humanité. C'est cette impossibilité éthique qui donne au film son poids moral. Il n'y a pas de voie pure, il n'y a que des compromis tragiques. Murph incarne la dimension blessée de ce dilemme. Elle n'est pas simplement une enfant en colère, elle représente ce que signifie vivre dans la conséquence d'un choix que l'on ne comprend pas, dans la blessure du départ, dans la sensation d'avoir été sacrifié au nom d'un bien abstrait. Sa colère n'est pas de l'ingratitude, mais une forme d'instinct moral. Elle refuse l'idée que l'on puisse se cacher derrière l'humanité pour justifier toutes les absences, tous les abandons. En cela, elle rejoint d'une certaine manière la pensée d'Emmanuel Lévinas, pour qui la responsabilité envers l'autre, envers le visage qui se tient devant nous, précède toute obligation abstraite. Murph, en refusant de pardonner trop vite, rappelle que l'humanité ne se sauve pas au prix de ceux qui la composent. Ce conflit entre le bien général et le bien particulier est également incarné dans la figure du professeur Brandt, ce scientifique qui dirige le projet de la NASA, mais dont on découvrira qu'il a bâti toute l'entreprise sur un mensonge. Il sait depuis longtemps que la solution permettant de transporter l'humanité sur un nouveau monde n'existe pas encore, que l'équation gravitationnelle est incomplète et qu'il n'a jamais réellement cru possible de sauver la génération actuelle. Son plan réel, le plan B, consiste à utiliser des embryons congelés pour reconstruire une humanité ailleurs, laissant mourir ceux qui sont restés sur Terre. Son mensonge n'est pas motivé par la cruauté, mais par une sorte de pragmatisme désespéré, comme si le fait de dire la vérité reviendrait à condamner toute initiative. Pourtant, ce mensonge, même justifiable d'un point de vue utilitariste, pose une question profonde. Peut-on sauver l'humanité en renonçant à l'humanité morale? Peut-on construire un avenir à partir d'une tromperie? Murph, adulte, découvre la vérité. Et la violence de cette révélation ne tient pas seulement au mensonge lui-même, mais au constat qu'elle implique. Que ceux qui prétendaient sauver le monde avaient renoncé depuis longtemps à sauver les vivants. C'est un moment de basculement crucial, car il met en lumière une idée essentielle. Ce n'est pas la science qui rend l'humanité viable, mais la loyauté, la parole tenue, la fidélité à ce que l'on aime. Le film oppose deux visions. Celle d'un salut fondé sur le calcul, sur la froideur des chiffres, et celle d'un salut fondé sur la relation, sur le lien, sur l'idée que l'humanité ne mérite d'être sauvée que si elle reste capable de ne pas sacrifier les siens.
À l'autre extrémité du spectre moral, nous trouvons le docteur Mann, premier explorateur du programme Lazarus, dont l'histoire tragique incarne le naufrage éthique absolu. Mann n'est pas un méchant caricatural. Il est la figure de l'homme brisé par la solitude, petit à petit dévoré par la certitude qu'il va mourir seul sur une planète inhospitalière. Sa décision de falsifier les données pour être secouru n'est pas le fruit d'une volonté malveillante, mais celui d'une panique existentielle, d'une incapacité à supporter l'idée que son sacrifice n'aura servi à rien. Il est l'exemple même de ce que Nietzsche décrivait lorsqu'il écrivait que celui qui regarde trop longtemps l'abîme finit par voir l'abîme regarder en lui. Mann a été confronté à l'abîme cosmique, et c'est sa propre humanité qui s'est effritée dans ce face-à-face. Son comportement, la manipulation, la tentative de meurtre, la trahison, n'est pas une monstruosité extérieure, mais une possibilité intérieure de l'être humain placé dans une situation extrême. En cela, Interstellar ne pardonne rien au genre humain. Il montre que la survie n'est jamais un terrain neutre, qu'elle peut réveiller le meilleur comme le pire, que lorsque l'avenir se rétrécit, les principes qui nous tiennent debout peuvent vaciller. Pourtant, face à ces déroutes morales, le film affirme aussi que la survie ne peut pas être détachée de l'espoir, et que l'espoir n'est pas une illusion mais une dimension nécessaire de la condition humaine. Cooper et Murph incarnent cette force de résistance, ce refus de renoncer, non pas parce qu'ils seraient plus courageux que les autres, mais parce qu'ils refusent l'idée que la survie puisse être séparée de la dignité. Murph, en particulier, porte en elle cette conviction que la vérité importera toujours plus que l'efficacité, que la fidélité à ses liens vaut davantage que la réussite technique. Ce thème de la responsabilité est omniprésent dans le film, non pas une responsabilité abstraite envers l'humanité en général, mais une responsabilité située, incarnée envers ceux qui nous entourent, envers ceux qui dépendent de nous, envers ceux qui nous ont transmis quelque chose. Interstellar montre que chaque choix, même le plus rationnel, a un coût émotionnel, qu'une décision prise dans l'espace peut briser une existence sur Terre, que la survie collective ne peut pas ignorer la survie psychique de ceux qui portent ce destin sur leurs épaules. Le film ne sépare jamais la question morale de la question ontologique. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui est juste, mais de savoir ce que nous devenons lorsque nous faisons certains choix. Cooper devient un autre homme en quittant sa fille. Murph devient une autre femme en apprenant la vérité. Mann devient un autre être en envisageant sa mort. Chaque personnage est transformé, non par l'espace, mais par la charge morale de ses décisions. Ainsi, Interstellar propose une vision profondément ambivalente de l'humanité, capable de mensonges destructeurs et d'actes désespérés, mais aussi capable de courage moral, de fidélité et de persévérance. Il ne s'agit pas de savoir si l'humanité mérite d'être sauvée, il s'agit de comprendre que l'humanité ne peut être sauvée que par elle-même, par ce qu'elle porte de plus fragile, mais aussi de plus tenace. Le désir de ne pas laisser les autres derrière, la conviction que personne n'est sacrifiable, la certitude que vivre ne consiste pas seulement à respirer, mais à tenir ensemble. Il y a dans Interstellar une audace conceptuelle qui, dès sa sortie, a surpris, dérouté, parfois agacé, tant elle semble prendre à revers les attentes du cinéma de science-fiction contemporain. L'idée que l'amour puisse être envisagé non pas comme un simple moteur émotionnel, un ressort dramatique ou une faiblesse humaine, mais comme une force réelle, presque physique, dotée d'une persistance et d'une puissance comparables à celle que la physique attribue à la gravité ou au temps. Cette idée, énoncée pour la première fois avec une sincérité désarmante par Amelia Brandt, dans une scène devenue emblématique, l'amour est la seule chose qui traverse les dimensions du temps et de l'espace, n'est pas une déclaration sentimentale. Elle constitue le pivot métaphysique du film, son pari le plus risqué, mais aussi celui qui lui donne sa grandeur. Brandt exprime lors de cette scène une intuition qui va bien au-delà de sa propre histoire personnelle.
Certes, elle pense à Edmonds, l'un des astronautes des missions Lazarus, pour lequel elle éprouve un attachement profond. Mais ce qu'elle formule touche à quelque chose de plus vaste. Et si l'amour, au lieu d'être relégué au rang d'émotion intime, était en réalité une forme d'intelligence, un moyen d'accéder à des données, à des vérités, à des directions que la seule rationalité ne peut pas fournir. Cette affirmation, déconcertante pour Cooper et pour une partie du public, réactive pourtant l'une des plus anciennes traditions philosophiques, celle qui considère que les liens affectifs portent en eux une forme de connaissance profonde, une orientation de l'être qui dépasse la simple biologie ou le hasard. L'amour, pour Platon, que l'on retrouve dans le banquet, n'est pas une émotion superficielle, mais une montée progressive de l'âme vers le vrai, une force d'arrachement à l'immédiateté, une énergie qui pousse l'être humain à dépasser la contingence du monde sensible pour atteindre l'intelligible. Chez lui, aimer n'était jamais un sentiment seulement humain, c'était une dynamique métaphysique. Interstellar hérite quelque chose de cette intuition, mais la traduit dans le langage contemporain des dimensions supplémentaires, des trous noirs et des univers pliés. Ce que Platon disait avec les images de l'échelle et de la contemplation, Nolan le met en scène à travers les couloirs de la multidimension, où le lien qui unit Cooper à sa fille devient littéralement une force qui structure l'espace-temps. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. L'amour comme force d'organisation, comme principe de cohérence dans un univers chaotique. Le film fait le pari que l'attachement véritable ne se dissout pas dans la distance, qu'il ne se laisse pas réduire à des sécrétions chimiques ni à des impulsions nerveuses, mais qu'il possède une persistance qui défie les lois usuelles de la matière. Lorsque Cooper affirme « ce n'est pas moi qui suis censé être ici, c'est Murph », il ne s'agit pas d'une métaphore, c'est une reconnaissance ontologique. Le lien entre le père et la fille est la seule constante dans un univers qui ne cesse de se dérober. Le film fait ainsi basculer la science-fiction dans un espace inattendu, où la subjectivité devient une dimension du réel, où la relation n'est pas un phénomène secondaire, mais une force agissante. Cette vision trouve aussi un écho dans la pensée de Pascal, pour qui le cœur, métaphore de l'intuition, de la sensibilité profonde, possède ces raisons que la raison ignore, non pas au sens d'un abandon à l'irrationnel, mais au sens où il existe dans l'expérience humaine des vérités que la logique seule ne peut pas atteindre. Pour Pascal, certaines certitudes fondamentales, comme l'amour, la foi, l'espérance, ne relèvent pas du raisonnement démonstratif, mais d'un contact immédiat avec le réel. Interstellar reprend cette idée à sa manière. Ce n'est pas une équation abstraite qui permet de résoudre le dernier verrou de la gravité, mais la persistance d'un lien, l'évidence qu'il existe un message destiné à Murphy, qu'il existe un endroit du temps où elle écoute, où elle attend, où elle reçoit. Le film affirme ainsi que certaines relations sont des coordonnées. Elles indiquent un chemin, elles permettent de s'orienter lorsque les cartes deviennent inutilisables. Cette intuition, cependant, ne bascule jamais dans le mysticisme vague. L'amour n'y est pas exalté comme une magie qui résout tout, ni comme une récompense offerte à ceux qui souffrent. Il est une force exigeante, parfois douloureuse, qui oblige les personnages à tenir, à persévérer, à ne pas céder au vide. L'amour ne protège pas Cooper de la souffrance, il l'augmente. Il ne lui évite pas l'absence de Murph, il la rend insupportable. Mais c'est précisément parce qu'il est insupportable qu'il devient direction, qu'il devient énergie. Là où la raison calculatrice pourrait s'effondrer face à l'impossibilité, l'amour ne cède pas. Il insiste, il revient, il réclame. Bachelard, dans la poétique de l'espace, évoquait l'idée que les maisons de notre enfance, les lieux où nous avons aimé ou souffert, continuent de vivre en nous comme des structures intérieures, comme des refuges imaginaires qui ne disparaissent jamais totalement. Le film transpose cette idée à l'échelle cosmique.
La chambre de Murph devient un espace ontologique, un lieu qui résiste au temps et aux dimensions, un nœud de signification au milieu du chaos intersidéral. C'est dans cet espace que Cooper intervient, non pas pour réparer une machine ou modifier une trajectoire, mais pour prolonger un geste d'amour. Pousser un livre, déplacer une montre, laisser un message. Le cosmos entier devient la scène élargie d'un geste intime. Ce qui rend cette idée si forte, c'est qu'elle ne rompt jamais avec la dimension scientifique du film. Elle l'accompagne, elle l'élargit. La gravité dans le récit est décrite comme la seule force capable d'agir à travers les dimensions, la seule à pouvoir influencer le passé depuis le futur. Lorsque Cooper envoie les données quantiques à Murphy à travers la montre, le film suggère que l'amour est précisément ce qui permet de coordonner cette action. La gravité fournit le mécanisme, mais l'amour fournit le vecteur. Il n'y a pas concurrence entre la science et l'émotion, il y a une alliance. Le film ne dit pas que l'amour remplace la physique, il dit que la physique, pour être complète, doit intégrer la part humaine, le lien, ce geste qui oriente, qui insiste, qui refuse l'indifférence. En affirmant cela, Interstellar adopte une position profondément humaniste. Il refuse l'idée que l'univers soit un pur mécanisme froid, sans lieu pour la subjectivité. Il refuse également l'idée que les relations humaines soient un simple sous-produit de processus biologiques. Il propose autre chose, que l'être humain est un être de liens, que des liens forment une dimension du monde, que ce que nous appelons amour n'est peut-être pas une faiblesse, mais une propriété du réel, une manière d'articuler ce qui nous échappe, de rendre habitable un cosmos indifférent. La scène où Murphy, adulte, résout enfin l'équation de la gravité en comprenant que le message vient de son père, rassemble toutes ces lignes philosophiques. La révélation n'a rien d'un miracle, elle est la conséquence d'une fidélité. Murph n'a jamais cessé d'attendre, de chercher, de croire, même dans la colère. Le lien ne s'est jamais rompu, même sous les strates du temps. Leur relation devient alors l'instrument par lequel l'humanité peut être sauvée. Non pas l'amour romantique, mais l'amour comme reconnaissance profonde, comme réciprocité indestructible, comme intensité qui résiste à la dilution. Ainsi, Interstellar transforme le geste le plus simple, celui d'un père qui promet à sa fille de revenir, en une force cosmique. Non pas parce que l'univers se plierait magiquement aux volontés humaines, mais parce que le lien humain est capable de donner forme à des espaces où rien ne semble tenir, de maintenir une cohérence au milieu de l'effondrement, de dessiner une trajectoire là où il n'y avait que le vide. Le film affirme qu'en dernière instance, l'humanité ne se définit pas seulement par sa capacité à comprendre l'univers, mais par sa capacité à aimer à travers lui. Il devient alors possible de comprendre pourquoi Interstellar, malgré sa dimension scientifique, reste avant tout un récit profondément humain. La fin du film n'offre pas une résolution parfaite, ni une réconciliation totale. Elle laisse simplement apparaître que Cooper, ayant retrouvé sa fille devenue vieille, repart vers un autre horizon pour rejoindre Brandt, pour contribuer à rebâtir un espace où une vie humaine sera de nouveau possible. Le film ne promet pas un happy end. Il promet une continuité. Il promet que tant que subsistera un lien, tant qu'il existera quelqu'un qui attend quelque part, alors il existera une raison de traverser les galaxies, de défier les lois du temps, de recommencer encore. L'amour, dans Interstellar, n'est donc pas une consolation face à la grandeur hostile du cosmos. Il est ce qui empêche cette grandeur d'être totalement hostile. Il est l'éclairage qui, sans réduire l'ombre, lui donne une forme. Il est la seule chose que le temps ne parvient pas à dévorer. Et c'est sans doute pour cela que le film nous touche si profondément. Parce qu'il nous rappelle que, même perdus dans l'immensité, nous ne sommes jamais tout à fait seuls tant que quelqu'un, quelque part, continue de tendre la main à travers le temps. Interstellar se présente souvent comme une odyssée spatiale, un immense récit d'exploration, une aventure scientifique.
Mais lorsqu'on arrive à la fin du film et que l'on reprend l'ensemble du trajet parcouru, on comprend que ce voyage n'a jamais eu pour véritable horizon les galaxies lointaines, ni même la survie biologique de l'humanité. Ce voyage avait pour centre un geste beaucoup plus intime, beaucoup plus ancien, presque archaïque, le besoin de retrouver une maison. Et cette maison ne se situe pas sur une planète habitable, ni dans un habitat flottant, ni dans l'herbe artificielle d'une station de colonisation. Elle se situe dans la continuité des liens qui nous constituent, dans cette fidélité obstinée qui relie un être à un autre, dans cette certitude que quelque part, quelqu'un nous attend ou nous espère. Dans cette perspective, Interstellar devient un grand récit sur la fragilité humaine, sur la façon dont une espèce minuscule au regard de l'immensité cosmique tente pourtant de résister au vide en construisant des récits, des filiations, des héritages, des promesses. Le film affirme, sans ironie et sans naïveté, que ce n'est pas la science seule qui sauvera l'humanité, mais le sens que nous donnons à nos existences, le désir que nous avons de transmettre quelque chose, l'élan qui nous pousse à mener un combat, même lorsque nous n'avons aucune garantie de victoire. Car la science dans Interstellar n'est jamais méprisée, elle est honorée, maîtrisée, indispensable. Mais elle n'est jamais suffisante, elle a besoin d'être habitée par un motif plus profond qu'elle. Un motif qui donne forme à son utilisation. La responsabilité envers le temps, envers les autres, envers ceux qui ne sont pas encore nés. Ce n'est pas un hasard si la résolution finale du film vient non pas d'un calcul froid, mais d'un lien affectif. Ce n'est pas un hasard si la transmission des données est cruciale, si la reconstruction de l'équation, si la survie de l'espèce passe par la montre d'un père et la mémoire d'une fille. Ce n'est pas la négation de la science, c'est la reconnaissance de ce qui lui manque pour devenir humaine. Interstellar nous montre que ce qui sauve le monde n'est pas l'absence de peur, mais la persistance du courage. Ce qui permet à l'humanité de continuer n'est pas l'absence de désespoir, mais le choix de ne pas s'y abandonner. Ce qui rend la survie possible n'est pas la suppression de nos fragilités, mais l'acceptation qu'elles sont notre moteur, qu'elles sont la raison pour laquelle nous avançons encore, même lorsque l'horizon semble s'effacer. L'humanité de Cooper n'est pas dans son héroïsme spectaculaire, dans ses décisions vertigineuses ou dans son aptitude à piloter un vaisseau. Elle est dans sa fidélité à Murph, dans ce fil qu'il refuse de laisser se rompre, dans cette promesse silencieuse qui traverse l'espace-temps comme une lumière fragile qui refuse de s'éteindre. Lorsque Cooper retrouve enfin sa fille, devenue vieille et apaisée, ce n'est pas une scène de réconciliation totale, ni un moment où tout serait réparé. C'est un passage. La vie de Murph touche à son terme, et elle lui dit ce que le film tout entier contenait déjà. Il n'est pas fait pour rester avec elle. Il n'est pas fait pour demeurer dans le passé, il doit repartir, rejoindre Brandt, participer à la construction d'un autre avenir. C'est une manière de dire que l'amour véritable ne retient pas, qu'il n'enferme pas, qu'il n'exige pas de posséder. Il accompagne le mouvement du temps, il ouvre des portes plutôt qu'il n'enferme. Il accepte que les chemins se séparent pour que la vie continue. Interstellar se termine donc comme il a commencé, par un départ. Mais ce départ n'est plus une déchirure, c'est une continuation. Cooper ne fuit plus, il ne renonce plus, il ne quitte plus quelqu'un, il rejoint. Il rejoint une autre solitude, une autre espérance, une autre mission. Il repart parce que le lien qu'il portait a accompli sa tâche, parce que Murph n'a plus besoin de lui, parce que l'avenir, pour exister, réclame d'autres gestes, d'autres mains, d'autres présences. Et c'est peut-être cela, au fond, le cœur du film, l'idée que l'univers est immense, indifférent, parfois terrible, mais que nous le rendons habitable par les liens que nous y projetons,
que nos attachements sont assez puissants pour traverser le vide, que nos promesses sont assez fortes pour dessiner un futur, que nos amours sont assez résistantes pour défier le temps. Interstellar nous rappelle que nous ne sommes jamais totalement perdus tant que nous continuons d'aimer quelqu'un quelque part, et tant que cet amour nous pousse encore à avancer. Dans la poussière de la Terre mourante, ou dans le silence glacé des galaxies lointaines, il nous reste une dernière maison, et cette maison n'est pas un lieu. C'est ce qui nous relie, c'est ce fil qui ne se rompt pas. C'est cette voix intérieure qui nous dit, même au cœur du vide, continue.